programmation des canaux. Cette association fédère et met en lumière l'ensemble des acteurs économiques qui mettent l'humain et l'environnement au cœur de leur projet. Ce soir, nous recevons Sarah Asselin de GAM, Jean-Paul Raillard du réseau Envie et Louis Lefebvre de La Tête dans les nuages pour échanger sur le sujet impact social et impact environnemental, pourquoi choisir? Sarah, Jean-Paul, Louis, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, d'autant plus au vu des circonstances actuelles. Vous allez nous expliquer comment vos structures ont réussi à allier ambition environnementale et forte valeur sociale. Ce que je vais vous proposer, c'est tout d'abord de vous présenter chacun à votre tour. Jean-Paul, vous êtes le président de la Fédération Envie, qui rassemble 50 entreprises françaises qui œuvrent pour l'insertion, la protection de l'environnement et le développement économique. Pouvez-vous nous parler de la genèse de ce réseau? C'est bien un réseau de 50 entreprises qui sont réunies dans une fédération. L'historique, il faut remonter à 1984, donc il y a 36 ans maintenant. C'est une longue histoire, une vieille histoire, mais intéressante, pleine de soubresauts aussi. Alors, l'historique, c'est vrai, la genèse dit bien un peu ce que nous sommes. C'est la rencontre, en fait, pas tout à fait fortuite entre trois personnes. Il y avait un éducateur de rue qui s'occupait de plusieurs jeunes qui étaient en gros en déshérence, donc qui cherchaient justement à les occuper quelque chose d'utile. Il connaissait bien le directeur de Darty local, et puis aussi donc quelqu'un qui travaillait donc chez Emmaüs. Donc ils ont eu l'idée que chez Emmaüs, donc en tant que comme une ressourcerie, une recyclerie, donc remettait des machines à laver, des frigidaires, etc. donc en service, mais il y a peut-être moyen aussi de faire un travail plus approfondi de réparation, de reconditionnement, de remettre en état donc justement ces machines, et puis ensuite de les revendre avec une garantie. Donc ça s'est créé comme ça, avec la rencontre de ces trois personnes, et le directeur de Darty donc, a joué le jeu en remettant justement donc, des épaves, si je puis dire, à reconfectionner, à remettre à niveau. Et le premier Envie Strasbourg donc, est né là. Donc ça s'est mis ensuite, et Envie Strasbourg, là je viens d'y aller là, il y a 15 jours, est maintenant emménagé dans un grand pôle qui fait 8000 m², un grand bâtiment qui fait 8000 m². Donc ça dit un peu le développement en fait, du réseau qui s'est fait par SMH, donc sur l'ensemble du territoire. Voilà, on pourra parler des activités après. Tout à fait. Sarah, donc est-ce que vous pouvez nous présenter l'association GAM et expliquer son fonctionnement et pourquoi pas en profiter pour aller un petit peu plus sur le principe de qu'est-ce que c'est qu'un chantier d'insertion, s'il vous plaît. Très bien. Donc l'association GAM, c'est un groupement d'associations qui est situé à Montpellier, qui intervient sur le département de l'Hérault et qui a des activités autour de l'action sociale au sens large, sociale et médico-sociale, puisqu'on intervient sur l'aide et le soin à domicile, sur l'accueil d'urgence pour les personnes sans abri et sur des dispositifs d'hébergement de logement pour les personnes qui sont touchées par la précarité au logement, donc des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, des pensions de famille, des appartements relais, à peu près tous les dispositifs qui existent dans l'hébergement et le logement. Et on s'occupe également des différents dispositifs d'accueil de demandeurs d'asile donc pour le secteur de Montpellier et ses alentours. On a également un pôle d'animation de la vie sociale, c'est-à-dire on est centre social CAF agréé, on mène des actions de lutte contre l'illettrisme, d'accès à la culture, d'aide aux devoirs dans plusieurs quartiers de Montpellier pour des personnes et des familles qui n'ont pas la possibilité d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs, des bénévoles. Et on a un pôle insertion, dont je suis la directrice, qui est composé de chantiers d'insertion, mais pas que, puisqu'on a d'autres dispositifs d'insertion. Donc, au sein de ce pôle, pour vous donner une idée, on emploie et on accompagne à peu près 500 salariés en insertion par an sur des activités diverses et notamment des activités de ressourcerie. Donc, au niveau des ateliers chantiers d'insertion, ce que je peux en dire, c'est que c'est un dispositif qui est réglementé, qui est agréé par l'État. Donc, on mène une mission d'intérêt général en employant des personnes qui sont éloignées de l'emploi parce qu'ils rencontrent des difficultés diverses et variées, qui les ont éloignés de l'emploi ou qui les ont empêchés même de connaître l'emploi. Donc, parfois, c'est une découverte pour certains d'entre eux. Et on propose un accompagnement qui fonctionne avec deux jambes. Un accompagnement sur poste de travail, puisque les personnes sont employées, salariées, donc travaillent chaque jour, j'y tiens, je le dis, ce n'est pas de l'occupationnel, ce ne sont pas des formations, ce ne sont pas des stages, ce sont bien des emplois où ils développent des compétences.
Et en plus de cet accompagnement sur poste de travail, où on leur permet de travailler sur les prérequis à l'emploi, la ponctualité, la régularité, développer des compétences, on leur propose également un accompagnement socio-professionnel. Alors l'accompagnement socio-professionnel, c'est essayer de lever un peu tous les freins à l'emploi. Ça peut être l'apprentissage de la langue, du français, ça peut être des questions de mobilité, ça peut être des problématiques de santé, ça peut être, nous, pour notre public, c'est une personne sur deux qui a une problématique de logement, par exemple. Et puis, évidemment, on est là pour travailler l'insertion professionnelle. Donc, on met tout ce qu'on peut mettre en place pour leur permettre d'accéder à une formation ou à un emploi, puisque nous, on est là que pour quelques mois dans leur vie. Et le but, c'est qu'ils puissent accéder à un emploi pérenne, voilà, pour une partie. Et donc, pour faire ces activités d'insertion, mener cette mission d'insertion, on a des supports, parce que nous, on appelle les supports d'insertion, qui sont donc des activités de travail. Donc, nous, au sein de GAM, l'activité la plus importante et transversale aux 6 sites que nous avons, c'est l'activité de ressourcerie, donc autour du réemploi. Mais on ne fait pas que ça, puisqu'on fait également du bâtiment, de la menuiserie, du repassage, etc. Voilà ce que c'est qu'un chantier d'insertion. Merci. Merci. Louis, je vous laisse vous présenter. C'est pour présenter la marque La Tête dans les nuages qui fabrique des beanbags. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe et d'où est née votre volonté de développer cette marque? Ok, ben moi en fait, qu'est-ce qui m'a donné envie de lancer ça? Je pense que tout a commencé dans une gare de train en Picardie. En fait, on devait attendre très longtemps les trains dans les petits villages. Et voilà, j'ai acheté un journal qui s'appelait le Journal de la décroissance il y a 10 ans. Et j'avais trouvé ça, ça m'avait beaucoup fait me questionner sur voilà, la manière dont on produisait, voilà, là où on allait. Et voilà, ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur agronome où je me suis spécialisé en environnement, aménagement. Voilà, j'ai fait un stage dans la méthanisation parce que voilà, les déchets, ça m'intéressait. Et après, je trouvais que voilà, c'était quand même pas très fun. J'avais envie de choses plus belles, voilà, mais toujours dans le réemploi. Donc, j'ai fait un stage de fin d'études chez Phoenix. Phoenix, c'est une start-up qui propose de grandes surfaces de valoriser leurs invendus par le don aux associations. Et les clients de Phoenix avaient une problématique avec le polystyrène, donc les caisses de poissons initialement, qui ne trouvaient pas de filière de réemploi. Du coup, voilà la première idée que j'ai eue. Je me suis dit dans quoi on peut mettre plein de polystyrène. Je me suis dit dans un énorme pouf. Donc voilà, l'idée c'était de broyer ces emballages polystyrène pour remplir des poufs. Et donc l'idée c'était, pour être cohérent, c'était de faire un produit qui soit fait entièrement à partir de matériaux réemployés. On s'est mis à chercher en fait voilà, tous les matériaux qui étaient jetés aujourd'hui et qui pouvaient nous aider nous permettre de fabriquer voilà, ces poufs. Et puis voilà, j'ai un ami qui avait passé une montgolfière dans le ciel un jour et puis qui m'a dit ouais, tu devrais essayer les montgolfières. Et là, on s'est aperçu que toutes les montgolfières en fait en fin de vie, au bout de 8 ans à peu près, elles terminaient à la décharge. Donc là, on a commencé à collecter des montgolfières dans toute la France pour récupérer voilà, ces tissus colorés qui ont une histoire voilà, qui était super sympa à mettre sur des coussins. En fait, le truc, c'est que la montgolfière en fait, n'était pas assez résistante. Du coup, on s'est demandé quelle autre matière on pourrait utiliser, au moins pour le dos. Donc là, on a pensé aux bâches publicitaires qui étaient déjà utilisées par d'autres marques voilà, pour faire de la maroquinerie. Et puis, en fait, il nous fallait encore une sous-housse et une doublure parce que la montgolfière était toujours trop fine. Et là, c'est là qu'on a fait un partenariat avec la Ligue des Champions. Donc, on récupère tous les textiles de conférences de presse de la Ligue des Champions. C'est les fonds avec les sponsors que vous voyez derrière les joueurs pendant les interviews. Et on s'est demandé, OK, donc l'idée, c'est qu'on donne une deuxième vie à toutes ces matières. Quel autre impact on peut avoir et en fait donner une seconde chance aussi à des personnes qui ont eu des parcours de vie un peu compliqués. Ça faisait sens pour nous, donc on a décidé de travailler avec des chantiers d'insertion pour produire ces beanbags. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, ça ressemble à ça, mais en énorme. Voilà, ça fait à peu près 1,80 m de haut. Ouais. Voilà pour l'histoire.
Merci. Juste pour qu'on continue en ayant bien en tête ce que fait chacun, est-ce que Jean-Paul, du coup, vous pouvez nous réexpliquer quelles sont les activités de Envie? Parce que vous nous avez raconté l'histoire, mais on ne sait pas. Voilà, exactement ce que fait Envie. Alors Envie, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est un réseau de 50 entreprises, ce sont les entreprises d'insertion. Il y a une petite différence avec les chantiers d'insertion. Ces entreprises d'insertion s'intéressent également donc, aussi à toutes les personnes qui sont exclues de l'emploi, éloignées de l'emploi, en leur offrant un contrat de 2 ans maximum, hein, pour les remettre justement donc, sur les compétences, sur également ce que disait donc Sarah tout à l'heure, hein, réapprentissage du savoir-être à l'intérieur de l'entreprise, hein, tout ce qui est justement ponctualité, assiduité, initiative, etc. Compétences également qu'on développe, hein, et le but du jeu, si je puis dire, donc c'est les faire sortir dans l'entreprise avant les 2 ans avec un maximum de chances de pouvoir retrouver un emploi. Hein. En 2019, on a bien réussi ça, puisqu'on a pas loin de 80% donc des personnes sont sorties de chez nous en ce qu'on appelle en sortie dynamique, c'est-à-dire soit avec un CDI, un CDD de 6 mois ou un stage qualifiant, une formation qualifiante, pas un stage, mais une formation qualifiante. Alors, il y a 4 activités chez Envie. La première activité, c'est l'activité historique, hein, qui est la rénovation de matériel justement électroménager. Alors, ce qui est important, c'est que ce sont des matériels qui sont rénovés, qui sont issus en fait de déchets, hein, des déchets électriques et électroniques. Donc, on remet à niveau et on leur donne une garantie d'1 an, voire 2 ans donc, pour certains. C'est la première activité qui s'est déclinée ensuite avec tous les annexes, hein, c'est-à-dire tout ce qui est pièces détachées, dépannage, etc. C'est l'activité historique qui occupe à peu près 25 entreprises. Il y a 25 autres entreprises qui se sont développées dans la filière électroménager, enfin des déchets électriques et électroniques de façon générale, soit dans le transport, la logistique, voire le recyclage, hein, c'est-à-dire en fin de vie, d'un matériel qui ne peut pas être récupéré, ben celui-ci est détruit. Alors on participe aussi à ce genre de choses en valorisant ensuite de la matière. Donc on a plusieurs centres avec des chaînes de tri et autres ou du matériel que l'on fait comme ça. La troisième activité, donc, qui est plus récente, elle date d'il y a 5-6 ans. On a appliqué la même chose au matériel médical, c'est-à-dire ce qu'on appelle les aides techniques. Hein. Ce sont des matériels justement qui aident des personnes à l'autonomie. On appelait ça Envie Autonomie. Donc ça peut être des fauteuils, des lève-personnes, des choses de genre. Et on s'est dit, justement, c'est parti de l'idée. Plusieurs cas de personnes qui avaient des vrais handicaps, donc pouvaient difficilement donc, avoir accès à ce type de matériel à cause de son prix. Donc on a regardé, effectivement, on avait l'exemple d'une personne, par exemple, qui pour un fauteuil roulant qui vaut à peu près 30 à 35 000 euros, ça peut être des matériels très chers, et bien avait un reste à charge, une fois déduit donc l'aide de la sécurité sociale, de 10 000 euros. Il était incapable de payer ça avec son salaire. Et donc, on avait ce matériel, nous, en stock, on avait rénové, qu'on pouvait lui offrir à 15 000. Donc là, et la sécurité sociale était gagnante, et lui, naturellement, n'avait plus aucun reste à charge. Donc, on a cherché à développer cette activité. Et maintenant, c'est notre projet, enfin, c'est un des projets donc, essentiels que l'on mène actuellement. Et même chose avec une dizaine d'ateliers qui fonctionnent en France et une société collective d'intérêt, enfin, une société plutôt coopérative d'intérêt collectif qu'on a créée pour ça. Voilà à peu près donc ces 4 activités. On est au total, c'est à peu près donc 3 000 emplois chez nous, dont 2 300 en insertion. Hein, mais je vous épargne le détail de toutes les tonnes et du nombre de 125 000 appareils rénovés dans tous les ans. Et peut-être une question qui s'adresse à vous trois, et après je reprends le... Est-ce que vous adressez les matériaux que vous collectez, c'est via des professionnels ou via des particuliers? Sarah, je vous laisse peut-être prendre la parole en premier. Alors, les deux. Les deux? Les deux, ouais. Nous, on collecte chez les particuliers, donc ils veulent nous faire des dons, hein, voilà, et qui nous apportent sur site. Hein, on fait la collecte à domicile et de l'apport sur site, mais on collecte également régulièrement dans des entreprises. Des collectivités qui souhaitent nous donner du matériel, c'est très souvent du mobilier. Voilà, donc les deux. Et puis on se collecte également en déchetterie sur une partie du territoire, puisqu'on a des locaux de réemploi qui nous sont réservés
sur certaines déchetteries du territoire où, quand la personne vient jeter à la déchetterie, l'agent de déchetterie voit qu'il y a des choses en bon état et propose, puisqu'il y a une volonté que ce soit pédagogique, de plutôt que de le mettre dans la benne à jeter, de le donner à la ressourcerie, pour que nous, on puisse donner une seconde vie à l'objet. Donc, on a vraiment des particuliers et des professionnels. Louis? Oui, alors pour nous, c'est surtout des entreprises. Parce qu'en fait, par exemple, les emballages polystyrène qu'on récupère, en fait, ce sont les installateurs de, par exemple, des concurrents de Darty notamment, voilà, Conforama, des choses comme ça, qui nous confiaient les emballages polystyrène après l'installation. Mais là, ça fait trop longtemps qu'il y a des gens qui m'appellent le dimanche pour me dire « Oui, j'ai plein d'emballages polystyrène chez moi. Qu'est-ce que vous pouvez en faire ?» Donc, on a décidé d'installer un point d'apport volontaire pour les particuliers sur l'île Saint-Denis. Après, on a pas mal de pilotes de montgolfière qui sont aussi des particuliers. Mais bon, sinon, le gros reste quand même vient des entreprises, quoi. Ok, merci. Et Jean-Paul? Alors, on a aussi des points d'apport volontaires, là, comme Sarah, mais c'est vraiment très marginal chez nous. L'essentiel, on le récupère effectivement dans les déchetteries sur lesquelles on a des accès donc également, et puis dans les magasins aussi qui vendent de l'électroménager avec le système de ce qu'on appelle le 1 pour 1. Où vous achetez donc un matériel et le magasin vous reprend l'ancien, donc on récupère l'ancien. Alors tout ça est organisé notamment par ce qu'on appelle un éco-organisme, principalement pour les déchets électriques, électroniques, écosystèmes ou écologiques. Il y a deux éco-organismes qui nous fixent justement quels sont les points de gisement qu'on peut avoir. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous de savoir si on a suffisamment de gisement, donc de stock brut, pour ensuite pouvoir voir ce qui est valorisable, réparable, reconditionnable, et puis autrement ce qui est à transporter vers des points de traitement. D'accord, ok. Merci. Avant que je passe à la question suivante, je veux juste dire à toutes les personnes qui sont en train de suivre la conférence qu'elles n'hésitent pas à poser des questions dans le chat Facebook. Comme ça, je peux les faire remonter au fur et à mesure. Donc, une question qui s'adresse à vous trois également. Dans quelle mesure l'axe social et l'axe environnemental de vos activités s'influent-ils au sein de vos structures? Jean-Paul, je vous laisse répondre en premier. Oui, je fais des passages de parole au hasard. D'accord, oui, très bien. Oui, ça s'imbrique de façon extrêmement forte, cet axe social. Alors, vous avez bien compris avec la jeunesse, c'est pour ça que je suis parti de là. La jeunesse donc, donnait bien un peu l'idée que ce qui nous motive au plus profond, c'est justement de sortir des gens des situations d'impasse, que ce soit les personnes qui sont engluées dans le chômage, très éloignées de l'emploi, que ce soit des migrants, etc. Donc le projet social, c'est vraiment ce qui nous motive. Mais en même temps, vous l'avez vu aussi avec le matériel médical, dans ce projet social, on y met aussi l'accès à du matériel qui soit des prix très réduits, garantis, etc. pour des personnes qui ont peu de moyens, que ce soit le matériel médical ou le matériel électroménager. Alors après, la question environnementale, naturellement, elle est dans nos gènes aussi complètement, puisque c'est la réparation en fait, de matériel qui, si on ne le réparait pas, donc irait finir justement sa vie en recyclage ou abandonné ou autre, etc. Donc c'est aussi... et en même temps, donc, ce qui nous importe, c'est tout l'aspect consommation responsable derrière, donc éviter les déchets. Le meilleur déchet, encore une fois, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc là, il y a des déchets, et si on peut les reconditionner, les refaire en produits, les refaire naître en produits, donc ça nous va très bien. Donc les deux vraiment sont très imbriqués. Je ne vais pas dire qu'on met les deux l'accent de la même façon sur les deux. Toujours ce qui va primer chez nous pour choisir une activité, ce sera toujours l'intérêt social, systématiquement. Après, de plus en plus, naturellement, avec ce qui s'est passé, avec tous les débats autour de l'environnement et autres, etc., il est bien évident que l'image environnementale et autres, on la défend au même plan, naturellement, que l'image sociale. Mais ce qui nous distinguera toujours dans l'économie circulaire de quelqu'un d'autre, naturellement, de d'autres acteurs qui n'ont pas les mêmes objectifs, sera forcément toujours l'objet ou le projet social. Merci. Sarah, je vous laisse rebondir. Oui, alors nous, il y a plein de choses
qui sont communes avec ce qui a été énoncé par Jean-Paul. Il faut savoir que nous, voilà, on est un groupement d'associations du secteur social. Donc, vraiment, c'est l'utilité sociale qui est présente depuis le début. Sur l'activité de réemploi, nous, historiquement, l'association a toujours fait de la collecte, a toujours valorisé et toujours redistribué à petit prix des objets, donc du mobilier, de la vaisselle, du textile. Donc, c'est très ancien dans l'association. Il y a cette volonté de pouvoir permettre à des personnes vraiment en précarité de s'équiper. Ils accèdent à un logement, ils n'ont rien. Et chez nous, ils peuvent trouver des lits, de la vaisselle, une table, etc. Donc ça a toujours existé. Et donc, il y a vraiment un choix de l'association en 2009, alors que, comme je dis, l'activité de réemploi est beaucoup plus ancienne que ça, de se rapprocher du réseau national des ressourceries. Donc, nous, on a fait ce choix-là justement pour l'axe environnemental, qui n'était pas au départ voilà, l'enjeu pour nous. Donc, on a fait ce choix. Donc, c'est un réseau national. Donc, on est labellisé quand on est ressourcerie. C'est un nom déposé. Je le précise parce que souvent, il y a une confusion. Beaucoup se nomment ressourceries alors qu'ils ne sont pas ressourceries parce qu'ils ne sont pas adhérents de ce réseau. Donc nous sommes ressourceries depuis 2009. On était peu nombreux. Aujourd'hui, on est plus de 170 ressourceries. Et nous, on est allé chercher l'axe environnemental vraiment auprès des ressourceries pour pouvoir donner un second souffle, une nouvelle dimension à notre action sociale. Donc très clairement, voilà, on a vraiment cherché à se nourrir par cet axe et notamment parce que les 4 missions d'une ressourcerie, les 4 missions obligatoires, c'est collecter, ce que nous faisions déjà, c'est valoriser, ce que nous faisions déjà également, c'est vendre ou redistribuer, selon le terme qu'on va employer. Mais le 4e axe des ressourceries, c'est sensibiliser à une consommation responsable, promouvoir le réemploi et sensibiliser à la réduction des déchets. Et ça, c'était pas notre métier. Voilà, c'est pas le métier des équipes avec lesquelles je travaille, qui viennent tous du secteur social. Et on a dit, ça, c'est vraiment une opportunité pour enrichir les postes de travail que nous proposons et par les actions de sensibilisation. Alors, les actions de sensibilisation, vous en avez toutes sortes. On reçoit des scolaires, je reçois la semaine prochaine des élèves ingénieurs. Donc, vous voyez, il y a des publics très larges, des professionnels. On fait des animations à l'extérieur quand on est invité par la métropole ou autre. Donc, tout un tas d'actions, d'ateliers. Et à chaque fois, toutes ces actions de sensibilisation sont systématiquement préparées et menées avec les salariés en insertion. Des binômes, quelqu'un qui parle moins bien la langue avec quelqu'un qui s'exprime mieux, quelqu'un qui est un petit peu timide, ça lui permet de parler de son métier, de le présenter. Et tout ce 4e axe, ça a été pour nous une opportunité incroyable qu'on n'a jamais regretté. Et ça nous a amené également le fait qu'on est reconnus aujourd'hui comme des professionnels du réemploi, puisqu'on est conventionné par les différents éco-organismes, qu'on a des bennes de recyclage, tout ce qui n'existait pas avant. Voilà. Donc nous, clairement, alors vraiment, l'axe environnemental a nourri l'action sociale qu'on a toujours menée et qu'on mène encore aujourd'hui. J'écoutais tout le monde et je me suis perdu dans le… Dans quelle mesure comment la tête dans les nuages arrive à marier l'axe environnemental et l'axe social et comment ça se nourrit selon toi dans ta structure? Pour nous, c'est… Oui, c'est… En fait, le fait de travailler avec des matières qui sont issues du réemploi, c'est très difficile de trouver, c'est assez difficile de trouver des ateliers classiques qui veulent bien travailler avec ces matières-là, qui sont sensibilisés à ça. Dans les chantiers d'insertion, on trouve beaucoup plus de souplesse à ce niveau-là. Et en fait, c'est au cœur aussi du projet pédagogique en général des chantiers d'insertion. Donc voilà, l'idée, c'est de donner une deuxième chance à des matières. Et à travers ça, c'est un peu à eux-mêmes aussi qu'ils se donnent une deuxième chance pour travailler sur ces projets-là. Et voilà, il y a… et ouais, non, c'est ça. Et vous travaillez, je sais, donc avec des ateliers d'insertion qui ne sont pas chez vous, qui ne sont pas au sein de vos locaux. Vous montez des partenariats, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pourquoi… Oui. Non, vas-y.
Et je sais que parfois, vous en accueillez au sein de la tête dans les nuages. C'est pour les former, c'est pour les continuer la sensibilisation. Enfin, vous accueillez des personnes qui travaillent dans ces chantiers, dans vos locaux, pour les En fait, former. ouais, en fait, c'est le processus voilà, de production qui veut ça. Nous, moi, je suis venu m'installer à l'île Saint-Denis, juste à côté du chantier d'insertion Modestime, donc pour travailler avec eux sur. Donc voilà, eux s'occupent plutôt de la partie assemblage, couture, et eux n'ont pas toujours voilà, de l'espace non plus chez eux. Et l'idée, c'est qu'ils aillent déjà aussi dans d'autres. Qui s'intègrent déjà plus ou moins dans d'autres entreprises qui sont extérieures, voilà, extérieures au chantier d'insertion. Donc c'est un premier pas aussi pour eux dans leur professionnalisation, dans leur parcours. Ok. Même si cette question, elle s'adressait un petit peu plus à Jean-Paul et Sarah, mais Louise, soit libre d'intervenir, évidemment. Mon chat. Oh, attaque de chat. Je suis désolée. Mon chat, quoi. On va voir beaucoup de chats là, dans le mois qui vient, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, Jean-Paul et Sarah, vos projets reposent sur l'insertion. Il veut prendre la parole, ce chat. Repose sur l'insertion. Est-ce que vous pensez qu'il y a un changement de regard, peut-être à la fois des institutions, mais aussi du grand public, depuis qu'on valorise plus l'aspect écologique? Est-ce que vous avez senti une différence d'approche, de regard sur… Oui, il y a des choses qui bougent. Hein. On travaille nous aussi beaucoup cette question-là, là, comme ce que disait Sarah. Hein. Au travers, on a fait 2 actions donc, importantes. Enfin, on s'intéresse à 2 choses qui illustrent bien ça. Là. Le premier, c'est on a créé le Green Friday. Là, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, oui. Donc, par opposition naturellement au Black Friday, c'est quelque chose qu'on a créé nous en 2017. D'autres acteurs sont venus nous rejoindre. Et dans lequel on montrait bien justement que le consommateur, lorsqu'il achète un produit, il doit être aussi en même temps consommateur, hein, c'est-à-dire donc savoir d'où vient ce produit, quel est le poids justement qu'il a derrière, donc en termes d'environnement, en termes de social et autres, etc. Donc ça a permis justement derrière de nourrir aussi donc notre réflexion et la sensibilisation qu'on fait là-dessus, de la même façon qu'on a dans le projet de notre siège parisien, hein, c'est plus qu'un siège, puisqu'il y aura un magasin, et il y aura surtout aussi un lieu qu'on appelait en ville labo, hein, qui a pour objet justement de tracer des pistes hein, sur l'économie circulaire, sur l'emploi, justement sur la sensibilisation à une consommation responsable. Donc on souhaite être en même temps complètement acteur là-dedans. Hein. Donc encore une fois, c'est si le projet social, donc, ce qui nous intéresse, c'est de sortir des gens de l'ornière, hein, beaucoup, hein, mais aussi le projet environnemental, naturellement, prend de plus en plus de poids. On a bien vu le changement aussi, tout le marché, l'explosion du marché de la seconde main, hein, qui est lié à tout un tas de facteurs, naturellement, actuellement, remet au premier plan un peu les produits que l'on fait. Hein. Et on a naturellement, dans nos boutiques maintenant, ou dans les ventes par Internet, on n'a pas simplement donc, des gens qui viennent aussi par nécessité ou parce qu'ils trouvent un produit donc beaucoup moins cher chez nous. Hein. Il y a aussi une volonté donc, d'acheter également responsable et on insiste beaucoup là-dessus. Donc derrière, après, tout ce qui est bon à faire en termes de responsabilité collective là-dessus sur la consommation, donc est bon à prendre. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant aussi, ou c'est important de remettre dans le circuit donc, des biens. Le but, c'est quand même donc d'éviter justement les ressources, enfin, de limiter, de piocher donc en permanence dans les ressources terrestres qui sont forcément donc en durée limitée et en recyclant dans le bon sens du terme et réutilisant, on appelle ça la réutilisation chez nous, hein, c'est la transformation de déchets en produits finis. Eh bien, on a vraiment cette ambition-là. Hein. Donc ça, il y a un changement très net, depuis 2-3 ans là-dessus. Et c'est vrai que la loi aussi a permis ça, hein, en partie, puisque ça a focalisé un peu le débat donc, là-dessus. Tout ce qui s'est passé aussi, bien sûr, sur la partie climatique et autres, porte les questions environnementales au premier plan. Donc, on est encore plus à l'aise là-dedans, et aussi bien avec notre objectif social et notre objectif environnemental. Ça, c'est quelque chose de très important. Et sur la loi, on est en train de travailler sur
sur un très beau projet de changement d'échelle, justement, parce que la loi va fixer des objectifs de réemploi au travers des éco-organismes qui seront beaucoup plus ambitieux. Il faut savoir aussi que on transporte à peu près pas loin de 200 000 tonnes de produits de déchets électriques et électroniques. Et sur les 200 000 tonnes, on en récupère peut-être 5%. Donc, il y en a 95% qui sont en fait recyclés en matière, etc. Et c'est pas ça. Si on regarde une tonne de matière ou une tonne de déchets, ça crée un emploi à l'enfouissement qu'on le met en air, mais ça en crée, donc ça peut en créer une centaine lorsqu'on le réemploie ou lorsqu'on le réutilise. Donc, il y a ce facteur multiplicateur, justement, et cette partie, la jeunesse, c'est bien cet aspect environnemental, mais qui produit de l'emploi. Merci. Sarah, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, alors moi, sur ce point, je dirais que le premier changement, c'est par rapport aux salariés en insertion. Nous, c'est évident pour une structure comme la nôtre, comme on a vu les gens avoir une autre image du métier qu'ils font au sein de nos ateliers chantiers d'insertion. Une image beaucoup plus valorisante. Évidemment, si je caricature, hein, c'est volontaire. Ils avaient l'impression vraiment avant qu'ils triaient des poubelles toute la journée, ce qui n'est pas très drôle en soi, puisqu'il faut quand même savoir que les dons qu'on nous fait, ce n'est pas toujours de qualité. Et en gros, ils triaient des dons, et puis la moitié, puisque c'est la moyenne nationale pour les ressourceries, repartait en déchetterie, comme ça, en l'état, parce qu'ils n'étaient pas réemployables. Là, il est clair qu'avec l'émission des ressourceries, on a des postes qui sont beaucoup plus valorisants parce que les gens voient que le tri, il a une véritable utilité, que leur travail au quotidien, il a vraiment du sens et qui répond à de multiples enjeux. Donc nous, on a vu ça véritablement évoluer auprès de nos salariés en insertion. De même, avant, dans nos magasins, on avait, je l'ai dit tout à l'heure, que des gens qui étaient vraiment en difficulté et qui venaient dans nos magasins parce qu'ils n'avaient pas le choix. Je le dis souvent, ils sont orientés vers nos magasins pour s'équiper, pour équiper leur logement. S'ils avaient la possibilité d'aller Ikea, ils préféraient aller Ikea que de venir chez nous. Donc voilà, il y a une aide sociale, on leur donne une adresse, la Fondation Abbé Pierre, le Secours populaire, et ils se retrouvaient dans nos ressourceries. Aujourd'hui, dans nos ressourceries, on a une clientèle bien plus large, une clientèle qui a du pouvoir d'achat, qui est vraiment la bienvenue parce qu'on a besoin d'avoir du chiffre d'affaires. Donc nous, ces gens-là, on en a besoin également et qui soutiennent le projet ou qui veulent en tout cas consommer différemment ou qui aiment chiner. Et du coup, on a une mixité de clientèle qui fait qu'aussi les salariés en insertion notamment qui sont à la vente, côtoient tout type de personnes et se sont valorisés dans leur activité parce qu'on dit il est joli votre magasin, c'est bien présenté, etc. Donc, on est vraiment sorti d'une image qui était très négative, d'activité pour les pauvres à travers le déchet. Ça, c'est fini. On est vraiment sorti de ça. Et moi, je trouve que pour la mission d'insertion, c'est essentiel. Donc, pour nous, c'est vraiment là qu'on a gagné le plus. Après, il est vrai que depuis ces dernières années, là, avec la loi économie circulaire encore plus, aussi les collectivités, les entreprises qui veulent faire de la RSE, ils nous regardent vraiment différemment. C'est-à-dire que là, quand on fait du réemploi, on est intéressant, ils veulent travailler avec nous, ils veulent mettre en place des partenariats, etc. Donc, cette activité de réemploi, elle est extrêmement valorisée, alors qu'elle n'était pas tant que ça il y a quelques années, ou à part sur l'axe d'utilité sociale. Donc, du coup, nous, on a vraiment vu une évolution à ce niveau-là, et je pense, j'espère, je suis plutôt une optimiste, et puis je suis passionnée par mon travail, qu'on n'est qu'au début de ça. C'est-à-dire que la loi économie circulaire va nous amener d'autres partenariats, peut-être de diversifier un peu nos ressources financières, là, qui sont vraiment liées à l'insertion et la partie chiffre d'affaires. Donc, moi, je dirais qu'il y a une nette évolution de ce point de vue-là. Et avant tout pour les salariés en insertion. Les salariés en insertion, ils ont vraiment, ils expriment en tout cas le fait qu'ils ont l'impression de vraiment au quotidien faire quelque chose d'utile et pas seulement utile, comme je l'ai dit, parce que effectivement on équipe des gens en difficulté, mais parce que ils réalisent un vrai travail et que trier du textile, ça a du sens. Collecter chez les gens, réparer un meuble, etc. Il y a vraiment une utilité. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment c'est gagnant-gagnant, quoi. Donc, j'ai un regard très, très positif et je pense on peut encore évoluer sur cet axe-là. En tout cas, nous, c'est l'espoir qu'on a pour notre établissement, quoi.
Et après, j'ai des questions du public. J'en ai juste une pour Louis. Est-ce que toi aussi, tu as ce ressenti-là? C'est-à-dire que ton produit, maintenant, le fait qu'il soit éco-conçu ou fait à partir de déchets, c'est valorisé et ça déclenche la vente aussi ou, Ah, mais complètement, hein. C'est l'argument numéro 1 des gens qui viennent acheter chez nous. Bon, après, on sait que c'est pas... bon, quand on achète un meuble, c'est d'abord parce qu'il est beau, mais ce que les gens citent en premier, c'est ça, c'est les valeurs qu'il y a derrière. C'est hyper important. Et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, sur le changement de regard sur le secteur de l'insertion, nous, on le voit aussi. C'est ce qu'on essaie de faire aussi à travers ça, c'est on essaie de faire des produits avec des beaux designs haut de gamme, et voilà, et le fait d'arriver à faire ça avec des personnes qui sont en insertion, c'est chouette, et les gens, on fait découvrir, voilà, aussi le savoir-faire de ces structures-là, qui est très bon, quoi. Alors, j'ai donc les questions du public. Est-ce que vous pensez que la réorganisation des filières de réemploi avec l'aide des éco-organismes est la clé pour changer d'échelle? C'est une question qui est très d'actualité, je passe ça, mais je vais bien répondre en début, puis je vous passe pas. Alors, on ne fera rien sans les éco-organismes, je pense. On ne fera rien sans les éco-organismes. C'est-à-dire, eux ont comme rôle justement de traiter le déchet, et il faut absolument faire qu'une grande partie ou une plus grande partie de ces déchets aillent vers leur emploi, la réutilisation, et il faut qu'ils soient acteurs là-dedans. On a la chance dans les déchets électriques et électroniques d'avoir 2 acteurs qui ont vraiment pris ça en compte. Mais ce qui n'empêche, on est toujours confronté un peu d'un côté, il y a la problématique économique. Ça coûte beaucoup moins cher de mettre avec une griffe des frigos là, dans une benne et puis de les envoyer au recyclage, que derrière de les trier à la main, de savoir ceux qui sont récupérables, pas récupérables, de les transporter aussi avec beaucoup de précautions pour pouvoir les réutiliser. Donc, il y a cette équation économique qui est toujours dans la tête aussi des gens qui gèrent les filières. Donc, il faut avoir beaucoup de persuasion, mais je pense que la loi sur l'économie circulaire va fixer des objectifs justement de réemploi beaucoup plus ambitieux qu'auparavant. Et nous, on est en train de travailler justement ce changement d'échelle, ou un vrai changement d'échelle, mais en partenariat avec les éco-organismes, parce que c'est la seule solution, que ce soit des 3 heures, que ce soit d'autres, DEA et autres, etc., avec lesquels aussi on peut travailler. On ne peut pas faire sans eux. On fait aussi avec pas mal d'industriels également, on le disait tout à l'heure, maintenant il y a la couleur RSE, je crois que c'est Louis qui parlait de la RSE et autres, c'est évident qu'on les intéresse beaucoup plus maintenant, parce qu'ils peuvent faire du RSE washing également et mettre ça dans leur bilan RSE plus facilement, parce qu'ils travaillent avec l'insertion, ils travaillent avec les entreprises environnementales. Bon, il faut s'en accommoder. Après, la démarche, souvent, peut être aussi sincère. On croit qu'il y a beaucoup d'industriels aussi qui ont une vraie démarche environnementale, qui cherchent donc à limiter aussi les déchets de produits et autres, etc., qui admirent également la façon dont on traite aussi l'insertion. Je pense à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire faire monter les gens en compétences, leur donner l'occasion justement de trouver un emploi à l'extérieur. C'est compliqué, c'est difficile, tant plus qu'ils viennent quelquefois de très loin. Et puis, il faut en même temps aussi, puisqu'on a des contrats de 2 ans, quand les gens restent à peu près en moyenne 13 mois chez nous, tous les 13 mois, il faut réapprendre aussi le métier. Donc, c'est beaucoup plus difficile à gérer avec une entreprise lambda qui recrute quelqu'un au CDI, naturellement. Mais c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt du métier. Donc, il faut avoir une double compétence pour les gens chez nous. D'un côté, donc, des gens qui sont bons techniciens, bons professionnels, et puis de l'autre côté, une capacité d'accompagnement, justement, de monter en compétence et tout un système organisé, justement, ce qu'on appelle les entreprises apprenantes. Moi, oui. Sur ce point, moi, je dirais effectivement, ça ne peut pas se faire sans les éco-organismes. On a besoin d'eux. C'est eux qui peuvent donner une autre dimension, justement, à la part de réemploi dans ce qui est recyclé.
Là, concrètement, le recyclage, il a été extrêmement valorisé, structuré, avec des filières, etc. Mais le recyclage, ça ne répond pas à la question de on produit toujours autant, on consomme toujours autant, et puis bon, on a des filières de recyclage, donc ça va. Ben non, ça ne va pas, donc ce n'est pas suffisant. Donc clairement, il faut favoriser le réemploi et favoriser le réemploi. Nous, on essaye de porter le message chacun à nos niveaux avec nos actions, mais de toute façon, c'est les éco-organismes qui se font l'intermédiaire et qui essayent le plus possible. Alors nous, on travaille très bien avec les éco-organismes, notamment sur le mobilier, etc. Mais on est vraiment sur des choses qui sont pour l'instant voilà, sur des actions particulières, mais qui ne représentent pas des grosses quantités. Donc vraiment, sur la question du réemploi, la loi économie circulaire, comme l'a dit Jean-Paul, devrait normalement pouvoir structurer ça et donner une autre dimension à la part qui est consacrée au réemploi. Mais on a besoin effectivement des acteurs type éco-organismes, des grosses entreprises, de ceux qui gèrent le recyclage, pour pouvoir s'appuyer sur leur volonté, sur leur partenariat, sur leur force de frappe, pour pouvoir nous amener une part du travail, une part de réemploi. Après, il est vrai que moi, je rejoins Jean-Paul sur ce qu'il disait, on a quand même la difficulté, nous, de ne pas fonctionner comme une entreprise classique. Du coup, nous, on ne capitalise pas les compétences. Nous, on recommence sans cesse l'histoire. Nous, tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui intègrent les postes de travail et tous les jours, il y a des gens qui partent. Et donc, contrairement à une entreprise classique qui va travailler sur son recrutement, quand on voit les bases des ressources humaines et la gestion des ressources humaines, moi, je le dis souvent, on va chercher les gens par rapport à leur CV, par rapport à leurs compétences. On va essayer de créer des complémentarités. Quand il nous manque une compétence, on va chercher une autre compétence ailleurs. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est vous êtes en difficulté, vous rencontrez des difficultés sociales, vous êtes éloigné de l'emploi. Donc, c'est ça notre clé d'entrée pour rentrer sur le chantier d'insertion. Et il faut que ça fonctionne entre tous les salariés avec leurs difficultés, leurs compétences également. Hein. Quand on arrive à obtenir un niveau de compétences, un rythme de travail, etc., ben les gens partent et tant mieux, puisque c'est notre objectif tous les jours. Donc, on ne capitalise pas. Donc, on est quand même limité par notre modèle, qui fait que il y a quand même toujours la mission sociale au milieu. Après, sur la question du réemploi, moi je pense que, je le dis depuis longtemps, il faut vraiment qu'il y ait des collectivités, des donneurs d'ordre qui fassent vraiment le choix de promouvoir le réemploi, et y compris dans leur consommation. Moi, je le dis beaucoup aux entreprises que je rencontre et aux collectivités, donnez l'exemple, quoi. Équipez-vous avec du réemploi, faites appel à nos structures, faites un choix de consommation responsable, parce que vous avez la possibilité de donner l'exemple, de nous faire travailler, de faire quelque chose de vertueux, alors là, à tout point de vue. Et là, voilà, on voit qu'il y a des marchés, on voit que la dimension environnementale est de plus en plus présente sur les marchés. Je sais que les canaux le portent énormément avec la ville de Paris, etc., puisque nous, on s'est positionné sur des actions. On a eu la chance d'être soutenus aussi dans des appels à projets. Et du coup, c'est extrêmement important pour être vraiment sur un changement d'échelle et donner une vraie place au réemploi, qui est une vraie volonté, quoi. Donc moi, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Voilà, c'est à une échelle qui, pour l'instant, est très raisonnable. Voilà, pour pas dire petite, pour pas dire très petite. C'est ce que je pense, en tout cas, mais qui pourrait vraiment, véritablement prendre une autre dimension. Et ça, il faut qu'on soit tous autour de la table et tous d'accord avec ça. Voilà, mais bon, on est plutôt sur la bonne voie, hein, donc je reste positive. Mais il y a des choix forts qui doivent être faits par les entreprises, par les collectivités. Et c'est pas toujours évident de travailler avec nous. Parce que, par exemple, moi, si une entreprise me dit qu'elle veut une commande, parce que ça nous arrive, hein, je veux 200 meubles le mois prochain, on va répondre qu'on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas. En termes de production, on ne peut pas. On n'a pas les process, on n'a pas la flexibilité. On ne va pas employer des intérimaires pour booster la production. Ce n'est pas notre métier. Donc, ça veut dire qu'il faut en amont travailler avec nous pour pouvoir nous donner aussi des marchés, des appels d'offres qui soient dimensionnés de façon à ce qu'on puisse se positionner. Donc, moi, je dis aussi qu'on a aussi nos propres limites et que parfois, on a eu des acteurs, comme l'a dit Jean-Paul, très engagés, qui ont véritablement voulu nous faire travailler, et c'est nous qui avons dû décliner des propositions parce qu'on n'avait pas la flexibilité nécessaire pour mettre en place des partenariats et des productions. Louis, tu souhaites ajouter quelque chose ? Oui, sur les éco-organismes. Oui. En fait, je trouve que le problème, en fait, c'est juste ici, ils avaient des objectifs chiffrés, voilà, en termes de pourcentage de revalorisation.
forcément, c'est beaucoup plus facile d'atteindre des gros pourcentages de revalorisation en faisant du recyclage, en envoyant tout le recyclage. Voilà, c'est pour ça aussi que nous, on essaie de faire de l'upcycling. L'upcycling, voilà, on fait voyager beaucoup moins la matière. C'est des process de transformation qui sont beaucoup moins lourds, sans chimie. Et ça a un impact environnemental qui est bien meilleur. Et en fait, eux, ils ont des objectifs quantitatifs en termes de revalorisation, alors qu'il faudrait introduire des objectifs aussi qualitatifs sur la façon dont sont réemployées les matières. Et moi, je trouve que c'est un vrai problème. Moi, je sais quand j'ai essayé de travailler avec des éco-organismes, par exemple sur les emballages pour récupérer le polystyrène, ils m'envoyaient tous des bâches parce que voilà, pour eux, ils avaient leur filière. Et ouais, il y a des choses qui doivent être changées là-dessus, c'est sûr. Je continue sur les questions parce qu'il y en a d'autres et il faut qu'on arrive un petit peu à toutes les traiter. Une question sur la différence entre les ressourceries et les recycleries. Alors, ressourcerie, comme j'ai dit, c'est un nom déposé. Donc, pour pouvoir dire qu'on est une ressourcerie, il faut adhérer au réseau national des ressourceries sur lequel on est très engagé, très mobilisé, avec d'autres acteurs, du réemploi, et Envie en fait partie. Voilà, donc du coup, c'est un nom déposé. On ne peut pas s'appeler ressourcerie si on ne fait pas cette démarche d'adhérer à une charte, demander un agrément, etc. Donc, on a un observatoire national, on remonte des chiffres annuellement, donc tout ça est vraiment très cadré et très référencé. Une recyclerie, c'est un nom que peut prendre n'importe quelle structure qui travaille sur du réemploi. Aussi, la différence, c'est qu'une ressourcerie, donc on réfléchit à l'évolution au niveau de notre réseau, à l'évolution de nos statuts et à l'ouverture de notre réseau, sur le fait que nous, les ressourceries, quand le réseau a été créé, il y avait forcément, impérativement, la notion de multiproduit. Donc, pour être ressourcerie, il faut forcément être multiproduit. Donc, moi, la structure pour laquelle je travaille, on est absolument multiproduit puisqu'on fait tous les produits. Les D3E, le mobilier professionnel, ménager, etc. Par contre, il y a certaines ressourceries, ils vont pas faire le mobilier professionnel, par exemple. Une recyclerie peut être, par exemple, uniquement tournée sur le vélo, par exemple, la réparation et le remploi de vélo. Donc, ça pourrait évoluer avec les années, mais voilà, c'est ça la différence. Donc, aujourd'hui, le mot ressourcerie est vraiment très utilisé. D'ailleurs, moi, je dis, il est déposé, il faut faire attention, parce que quand même, on adhère à un réseau, on s'y engage, on met beaucoup de choses en place, on milite énormément pour le réemploi. Donc, moi, j'encourage tout le monde à venir vers notre réseau. Pour autant, le fait que le nom soit de plus en plus utilisé, ça me rassure aussi, parce que ça veut dire que ça parle aux gens, quoi. Donc, moi, très souvent, on me dit « Ah oui, vous êtes ressourcerie. Ah ben oui, j'en connais une ressourcerie à tel endroit. » Et bon, moi, forcément, je défends un peu le truc. Alors, je dis « Oui, je les connais, ce sont des collègues, mais ils ne sont pas ressourceries. » Ils ne sont pas adhérents à notre réseau. Mais pour autant, on fait aussi du réemploi et plein de recycleries pour adhérer à notre réseau ont les mêmes valeurs et d'autres structures, etc. C'est juste ça, la différence. Voilà. Une autre question du public. Le rôle des entreprises sociales ne risque-t-il pas d'être mis à mal avec la concurrence des grands groupes comme Ikea qui ouvre des magasins de seconde main? Je ne savais même pas, moi. Voilà, je vais laisser parler l'entreprise. Très clairement, ça c'est quelque chose qui est important. Nous, il faut savoir qu'à GAM, il y a très longtemps, c'est ce que me racontent les anciens, parce que moi je n'étais pas là, on collectait le verre, comme le faisaient beaucoup d'associations. Ça permettait de le faire avec des personnes en précarité. Ce n'était pas des chantiers d'insertion, des ateliers d'insertion comme aujourd'hui, qui sont très réglementés, très structurés, mais c'était des centres d'adaptation à la vie active, où on prenait des publics éloignés, très éloignés de l'emploi, voire désocialisés, et on collectait le verre qui était revendu. Et puis, le secteur marchand est arrivé sur le verre et toutes les associations ont été écartées. Ça a été pareil pour le papier et le carton. On a encore des entreprises d'insertion, heureusement, qui arrivent à travailler avec des grands groupes pour pouvoir collecter le carton et le papier, mais on a vu arriver les grands groupes aussi et prendre ce marché qui était vraiment, il y avait plein d'associations qui collectaient le papier. Voilà. Donc, très clairement, là, le positionnement sur le réemploi de H&M, amenez vos vêtements, vous aurez des prix pour en acheter d'autres, comme ça vous allez pouvoir consommer encore plus. Les Ikea et les grande distribution qui parlent effectivement d'avoir des zones de réemploi. Voilà, donc c'est compliqué pour nous en tant qu'acteurs. On défend le réemploi, donc on ne peut pas dire c'est pas bien. S'il y a plus de réemploi,
forcément, on doit défendre ça. Pour autant, forcément que ça nous interroge sur la place que vont prendre ces groupes-là, leur positionnement stratégique et de quelle manière on va pouvoir nous perdurer et garder notre place. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude. Les gens qui sont clients dans nos ressourceries, il n'y a pas de raison parce que demain, un magasin ouvre une zone de réemploi, qu'ils arrêtent de venir. Moi, je dis souvent à mes équipes qui ont d'inquiétude à ce niveau-là, je leur dis, les gens quand même qui viennent dans nos ressourceries, ils comprennent qu'on est une structure d'insertion, on porte des valeurs, on explique pourquoi. A priori, pour ceux en tout cas qui viennent vraiment avec cette démarche-là, ils devraient comprendre que ce n'est pas tout à fait la même chose à un autre endroit, dans la grande distribution, etc. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'on gardera quand même une clientèle qui aura vraiment fait un choix de consommation responsable. Donc, voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude énorme, mais oui, c'est quelque chose qui va se développer, c'est absolument énorme. Jean-Paul, vous êtes d'accord avec ça ou... Oui, je suis d'accord avec toi. Avec ça, je voudrais compléter quand même. Alors, c'est quelque chose qui va se développer très fortement. On voit bien l'engouement actuellement pour le marché de seconde main, et puis c'est une très bonne chose. Après, naturellement, tous les acteurs, bien sûr, sont intéressés, comme ils ont été intéressés par le marché du bio. Mais à se précipiter, donc, ça sera pareil. Ça va être pareil. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Alors, tant que ça fait de l'économie circulaire vertueuse, c'est bien. C'est bien. Il faut trouver sa place après derrière. On a la chance, nous, d'être sur des produits relativement techniques. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai que n'importe qui ne peut pas se lancer aussi dans la réparation. Et on a un modèle économique qui est difficilement duplicable, justement, pour une entreprise privée parce qu'on a 35 ans derrière nous, parce qu'on sait faire, parce que c'est compliqué à faire, de tirer un peu d'argent aussi. On a des ressources, ou plutôt des résultats relativement modestes sur cette activité-là. Mais en même temps, on sait aussi que si on veut changer d'échelle, il faut peut-être penser également nos circuits de distribution et à qui on va distribuer. On n'est pas du tout hostile forcément au fait et on discute actuellement avec des grands justement de la distribution. Je ne citerai pas des noms, mais vous avez tous en tête ceux qui peuvent justement se lancer sur ce marché-là et qui seraient intéressés donc aussi par passer par nous. Passer par nous parce que derrière, on a la technique, on a la technologie, on a l'organisation. Il y a la couleur aussi insertion qui leur plaît aussi parce que c'est plus vendable un produit qui passe par l'insertion qu'un produit qui est reconditionné donc à l'extérieur. Donc c'est un outil. Après, maintenant, il faut trouver une juste mesure. On peut se poser des questions sur notre matériel médical, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas aussi multiplié des ateliers de reconditionnement et puis ensuite trouver des points de distribution qui sont en accord avec des distributeurs de matériel médical? De la même façon pour le matériel électroménager, on n'est pas hostile non plus également. Après, on veut défendre notre marque naturellement et la marque, c'est l'image de l'insertion aussi. Donc, c'est l'image d'une vertueuse également et puis de tout ce qu'il y a derrière. Donc, on ne fera pas n'importe quoi naturellement. Et on regarde bien tout ça. Tant que ça sert d'un côté, nous, les emplois qu'on peut créer, d'un côté, l'insertion qu'on peut faire, tant que ça reste aussi, encore une fois, une image fidèle de l'économie circulaire et dans le bon sens du terme. Le but du jeu, ce qu'on souhaite, c'est que l'économie circulaire, d'un côté, donc, crée l'emploi sur place, le plus près possible de l'acte de consommation. C'est pour ça que je ne défends pas du tout l'économie circulaire qui va aller réparer des téléphones donc au fin fond de l'Europe aussi pour les remettre sur le marché français et qui en même temps aussi va s'approvisionner aux États-Unis donc aussi au Japon pour simplement donc aussi récupérer des téléphones qui ont 6 mois, ça ne fait qu'accélérer le marché du neuf. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit très vertueux, justement. Et on va voir toute cette affaire avec l'arrivée de la 5G. Donc, il faut créer de l'emploi sur place. Il y a l'aspect naturellement économique qui est important. C'est du pouvoir d'achat, donc c'est de l'activité économique, c'est des régions qui fonctionnent mieux. C'est aussi, derrière, c'est économiser de la matière, c'est économiser de la ressource. Donc, on produit moins. Donc, c'est pour ça que tout ça est très difficile. Si vous mettez les constructeurs aussi dans votre manche là-dessus, les constructeurs, ils savent bien que ce marché du neuf, il devrait logiquement baisser si on a de plus en plus d'économie circulaire. Parce qu'il faut travailler sur la durabilité, sur la réparabilité, sur aussi ce qu'on peut faire donc, de ces déchets. Donc, il faut les avoir avec nous plutôt que les avoir contre nous, naturellement. Et beaucoup aussi sont tout à fait conscients de ça et cherchent travail là-dessus également. Je vais être obligée de nous arrêter. Louis, est-ce que tu veux faire le mot de la fin? Ok.
Moi, je peux continuer sur ce sujet-là ou Oui, sujet-là? tu peux continuer sur ce sujet-là. Ok, ok. Non, mais j'avais une petite anecdote à ce sujet-là. En fait, il y a Ikea qui est venu, dont tu parlais, qui est venu tourner un spot chez nous. Donc là, c'était la présentation de notre atelier sur TF1 et tout. Et juste à la fin, ils ont mis un gros logo Ikea, plus de 30 000 produits éco-responsables. Alors qu'on ne parlait pas du tout de... Mais en fait, ce que ça montre, c'est que en fait, nous en tant que petits acteurs qui sommes vraiment engagés depuis longtemps, dès le début sur ces sujets-là, en fait, on montre une voie. Mais les grands groupes, pour l'instant, n'ont pas du tout la crédibilité pour parler de ces choses-là, en fait. Donc, mais en même temps, tout ce qu'on peut faire comme action pour faire du mieux en produisant, nous, on sensibilise les consommateurs. Et après, les consommateurs ne veulent plus aller chez Ikea, mais c'est aussi ce qui fait bouger Ikea vers quelque chose de plus vertueux. Et donc voilà, il y aura toujours les deux. Je ne pense pas qu'on produira un jour tous les meubles en réemploi en France, c'est pas possible. Mais si déjà on arrive à voilà, sensibiliser les consommateurs et que du coup, voilà, les gens regardent différemment ce que fait Ikea, c'est une très bonne chose. Voilà. C'est un beau mot de fin, je trouve. C'est que tout le monde y gagne et que vous gagnez tous. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette conférence. J'étais très heureuse de l'animer en votre compagnie. Je vais faire mon petit mot de fin qui est que si vous souhaitez revoir les contenus, il faut aller sur le site des canaux, donc lescanaux.com, et vous aurez également toutes les infos pour les prochaines conférences. Merci encore. Si vous voulez, pour le réseau Envie, j'imagine qu'il faut aussi orienter vers votre site, mais nous, on va mettre les ressources, les liens vers GAM, vers Envie, vers la tête dans les nuages sur notre site internet. Et n'hésitez pas à consommer toujours plus responsable. Je vous souhaite tous une très bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.